aujourd'hui. J'adore l'ambiance du marché. C'est frais, il y a des bonnes choses. C'est des meilleurs produits que quand on va au supermarché. Que des prix, que des cadeaux ce matin. Venez voir, messieurs dames. Bonjour monsieur, on voudrait acheter des œufs élevés en plein air s'il vous plaît. 1,30 s'il vous plaît. Pour être sûr et certain de connaître l'origine d'un œuf, il suffit de toujours se référer au code. Je vous demande de me rembourser parce qu'en fait c'est des œufs élevés en cage. Il y a écrit 3 dessus. Vous racontez que des conneries à la télé. Bah le 3 c'est un code. Vous dit une fois, ce que vous ressortez après derrière, la moitié est transformée. Non mais je transforme rien, là il y a écrit 3, ça veut dire comptage. Alors Arrêtez. voilà. On mange du saumon, mesdames. Allons-y, messieurs dames. On pêche trop, on est en train de prélever plus que ce que la nature peut nous fournir et les générations futures ne connaîtront pas la diversité qui se trouve aujourd'hui sur nos étals. On le paye 4 fois plus cher qu'avant, le cabillaud. C'est bientôt aussi cher que le pétrole. Dans cette cage-là, il y a 10 000 poissons. L'élevage représente aujourd'hui 40% de la consommation de poissons. Ici, c'est l'élevage. Ici, c'est le sauvage. Il n'y a pas photo. Il y en a un qui a une tendance au gras qui n'est pas gustativement agréable et l'autre qui a un goût nettement supérieur. Il est probable qu'il y a eu une perforation de l'intestin et ça a contaminé la surface de la viande. Normalement, on achète une viande saine. Le risque zéro n'existe pas. Ce sont les petits-enfants qui sont très fatigués, ont une tension très élevée. Gastro, vomissement, diarrhée sanglante. Et à la fin de la semaine, on était à 400 familles intoxiquées. Donner à manger à ses enfants et le rendre malade, alors que normalement c'est censé les aider à aller bien, à grandir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire OGM? Organes? Non, il y a un truc de non. Il y a un truc d'organe, non? Hein? OGM. Organisme génétiquement modifié. Ça tue les animaux, ça tue les gens aussi. Hein. Petit à petit. Bah, pourquoi vous attrapez le cancer? Moi, je suis généticien de formation. Je peux vous dire que j'ai aucune crainte. Il y a quoi là-dedans alors? Du soja qui vient du Brésil contient des OGM. Donc le soja est OGM? Est OGM. Donc il n'y a pas que les porcs, il y a les vaches, il y a les volailles, les veaux, etc., etc. Tous les animaux d'élevage peuvent être amenés à consommer du soja OGM. Bonsoir. Pour répondre à un certain nombre de questions sur les processus de fabrication des aliments, 3 journalistes, Aurore Belser, Ola Tarsissi et Nathalie Martin, ont pendant plusieurs semaines remonté les filières de la viande, du poisson et des œufs, du lieu de leur production jusqu'à votre assiette. Vous allez voir que l'enquête réserve bien des surprises et soulève encore plus de questions. Par exemple, peut-on aujourd'hui manger un steak sans crainte pour sa santé? Pour quelles raisons y a-t-il encore des problèmes avec la viande hachée surgelée, ce que l'on appelle la maladie hamburger? Par exemple, aussi sur les œufs, comment distinguer ceux produits de l'élevage des poules en plein air de ceux issus de l'élevage en batterie? La différence de leur prix de vente est-elle justifiée? De même pour le poisson, quand il est produit en élevage, est-il aussi bon que celui pêché au large des côtes? Enfin, à la suite du Grenelle de l'environnement, la France a fait jouer, vous vous rappelez, le principe de précaution en ce qui concerne les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Pourquoi? Étaient-ils vraiment dangereux? Et pour autant, les OGM sont-ils absents de nos assiettes? Vous allez avoir des surprises, moi aussi d'ailleurs. Voici les secrets de votre alimentation. Que cachent les produits que vous mangez? Voici le produit le plus présent dans nos réfrigérateurs. La France, première en Europe, met sur le marché 15 milliards d'œufs par an. Nous en consommons par personne 270 chaque année, sous toutes les formes. On trouve des œufs dans tout le secteur de la biscuiterie, de la pâtisserie, des plats cuisinés, mais également dans les sauces, dans les différentes pâtes, dans les quiches, dans les crêpes, dans la mayonnaise. Donc l'œuf est vraiment un aliment de base de notre alimentation. D'où viennent les œufs que vous achetez? Comment déchiffrer les étiquettes? Dans les rayons, 2 grandes catégories cohabitent. Les œufs issus de fermes en plein air et ceux produits en batterie. Des élevages quasi industriels où les poules ne voient jamais le jour. L'indication du mode d'élevage sur une boîte ou sur un emballage est absolument obligatoire. Mais évidemment, il faut le trouver, il faut savoir quoi chercher. L'industriel va revendiquer le plein air ou l'indication plein air. Vous voyez, là, il n'y a aucun problème, hein, pas besoin de le chercher. C'est sur le dessus et c'est écrit en gros. Et regardez, même chose,
Élevés en plein air, là aussi, c'est bien revendiqué. À la limite, c'est plus gros que œufs de poule. En revanche, des œufs de poule élevés en batterie, en cage, là, ça va être de manière très très discrète. C'est au dos de la boîte, c'est écrit en tout petit et il faut la trouver. Œufs issus de poules élevées en cage, vous voyez, c'est écrit en tout petit, tout petit, tout petit. Alors, et en revanche, le marketing, il faut y faire attention parce que vous avez ici quelque chose qui nous ferait penser que c'est à l'ancienne, un petit panier, les poules qui ont fraîchement pondu et on a déposé ça dans un petit panier. Et là, même chose, vous avez de la batterie élevée en cage. 18 poules par mètre carré et elles n'ont jamais dû voir la paille. L'image d'une poule qui picore en liberté est plus vendeuse que celle de pondeuses enfermées toute leur vie dans un hangar. Les propriétaires d'élevage en batterie n'autorisent aucune caméra dans leur exploitation. Vous aurez du mal à trouver des volontaires. Pourquoi? Avec les poules en cage, vous aurez beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Mais qu'est-ce qui peut gêner en fait? Parce qu'on se fait taper dessus à chaque fois et puis voilà. C'est toujours critique, c'est toujours grande concentration, etc. Donc on en a un peu marre. On a l'impression d'être des hors-la-loi, des bandits, tout ce qu'on veut. Moi je refuserais. 80% des œufs que vous mangez viennent de poules élevées en batterie. La Vendée est l'une des premières régions de production en France. Cette exploitation se trouve entre Nantes et La Roche-sur-Yon. Pour la visiter, nous devons nous présenter comme des étudiants qui rédigent un devoir sur le sujet. Bonjour. Alors dites-nous, vous avez donc 3 ou 2 élevages, c'est ça? Comment ça se passe? Disons que c'est deux élevages, un ici et l'autre de 300 mètres plus loin. Alors on va se faire comme vous, faire comme moi. S'équiper. C'est-à-dire que vous allez prendre des surchaussures, moi je change la chaussure ici. Les conditions d'hygiène sont strictes. Au niveau légal, cet éleveur n'a rien à cacher. Ce qu'il craint, c'est ça. Ces images de milliers de poules entassées dans leur cage. Il y a combien de poules en tout? Ici, il y a 60 000 poules. 60 000 poules. Il y a combien d'étages? 7 niveaux de poules. 7 niveaux. Ces pondeuses ne verront jamais le jour, jusqu'à leur mort. Leur univers est une cage de 2 mètres carrés. Les poules pondent dans le nid. Elles pondent ça? Dans le nid. D'accord. L'œuf tombe ici. Ensuite, le matin, on tire les tapis. Pour ramasser les œufs. Ramasser les œufs, ils s'en vont dans les godets jaunes et vous les retrouvez sur le convoyeur à chaîne en haut et ils s'en vont sur la machine. Et alors une poule, ça pond combien en moyenne? Dans une année, une poule va prendre 300 œufs. C'est énorme ça, 300. Comment ça se fait qu'elle pond ça? Parce que avec la lumière régulière toute l'année. Et la lumière, elle reste combien de temps par jour? 16 heures de lumière. Le rendement passe avant leur confort. Elles sont une 50aine par cage. Elles sont quand même un peu agglutinées. Ça, c'est votre point de vue. On est quand même dans de l'élevage, on n'est pas dans de l'animal domestique de compagnie. Et après, c'est vrai que c'est une philosophie, comme je l'ai dit. Et c'est vrai que c'est pas votre chambre à coucher. Mais si nous, on ne produit pas des œufs, ils viendront d'ailleurs. Les poules seront élevées dans des conditions bien moins bonnes que chez nous. Allez voir dans les pays asiatiques. Comment ils les élèvent là-bas? Le système est beaucoup plus serré. Au bout d'un an de ce régime, les poules y ont laissé presque toutes leurs plumes. Pour les éleveurs, c'est le seul moyen de répondre à l'énorme demande des consommateurs. On est compte en France, on est 65 millions de consommateurs. Chaque habitant mange 270 œufs. Par an. Ça veut dire qu'il faut presque autant de poules en France qu'il y a d'habitants. Mettez toutes les poules au champ de ce qu'il faut pour nourrir les Français. Et il n'y a plus de place pour les céréales. Il va y avoir un problème quelque part. Comment sont traités les œufs de batterie pour leur mise en boîte et leur expédition vers les points de vente? Le leader français nous a accueillis dans l'un de ses centres d'emballage en Picardie, où 1 million d'œufs sont conditionnés tous les jours. Alors ces œufs viennent en direct des poulaillers qui sont attenants. Ils sont où? Ils sont là juste derrière. Il y a un convoyeur et on voit le bâtiment est là à 30 mètres, même pas 20 mètres derrière. Ils ont été pondus à 30 mètres d'ici. Ils arrivent directement sans aucune manutention de la poule jusque dans la boîte. Nous assurons simplement un tri intermédiaire. Alors là, qu'est-ce qui se passe sur cette machine?
Alors sur cette machine, à l'arrivée déjà, nous avons un premier tri où on enlève tous les œufs coulants susceptibles de salir, en sachant qu'ensuite, le mirage électronique va lui traiter toute la partie œuf fêlé et œuf cassé. Vous voyez, chaque œuf est tapé 24 fois et on analyse la résonance. En fonction du niveau de résonance, on sait déterminer si l'œuf est fêlé et à quel niveau il est fêlé pour pouvoir l'éliminer. Rien ne se perd. Les œufs abîmés sont récupérés pour être vendus aux professionnels de l'agroalimentaire. Qui eux sont étiquetés œufs destinés à l'industrie alimentaire. Nous avons des industriels spécialisés pour ce type d'œufs qui les cassent, qui les pasteurisent, qui éventuellement font des séparations blanc-jaune et les orientent vers les industries, que ce soit de la pâte, de la pâtisserie industrielle et autres. Les œufs qui ne présentent aucun défaut sont dirigés vers les unités de mise en boîte. L'entreprise fournit une vingtaine de clients, de l'épicerie fine à la grande distribution. Nous avons 3 mâts, enfin 3 créneaux, les œufs à notre marque vanille, ce qu'on appelle une marque nationale, les marques distributeurs et ce qu'on appelle le premier prix. Les points de vente et les emballages sont différents. Les œufs viennent du même poulailler. Seul le packaging fait la différence. Nous avons une autre marque distributeur en moyen qui est ici. Toujours le même lot, avec le et des mêmes poules de chez nous. Voilà une deuxième chaîne où on fait du film. On a le même phénomène, on a des œufs pondus le 16, c'est-à-dire de ce matin. Ils sont issus du même endroit. Ils sont issus du même poulailler et du même site de production. Même œuf pour des boîtes et des marques différentes. En rayon, on note pourtant des écarts de prix de 30 à 40%. Donc vous pouvez avoir pour un même œuf d'un même calibre, issu de poules d'une même catégorie, d'une même qualité, des différences de prix assez importantes. Ici vous avez 11 centimes l'unité pour un œuf moyen et ici vous l'avez à 17 centimes en marque. Donc vous allez avoir une différence de prix assez grosse, assez énorme pour un œuf qui vient de la même poule et qui a été élevé de la même manière. Qu'est-ce qui change au niveau du prix? C'est quoi? C'est le packaging? Alors il y a le packaging qui rentre pour une bonne partie, puisque vous avez vu tout à l'heure, on a de la boîte plastique avec une cartonnette d'un prix relativement élevé et demandant beaucoup de manutention. Là, nous sommes sur un emballage un peu plus simple, puisqu'on est sur une base carton avec une coiffe plastique. Nous ne maîtrisons pas le prix de vente consommateur, malheureusement. Allez, on mange du poisson, on mange de la coquille Saint-Jacques Estral, on y... Un marché parisien le dimanche matin. Allez, 2 € la pièce là pour t'emmener, 2 € la pièce. Au pays des produits frais et authentiques. Pourquoi est-ce que vous achetez vos produits au marché? Parce que j'adore l'ambiance du marché. Parce que c'est frais, il y a des bonnes choses, il y a une bonne ambiance. C'est des meilleurs produits que quand on va au supermarché, quoi. Ah, incomparable, incomparable. Comme dans la plupart des marchés, les œufs sont souvent vendus à l'unité. Les épiciers mettent en avant leur provenance fermière. C'est pour ça que les clients se déplacent. Pourquoi vous achetez des œufs au marché? Parce qu'ils sont censés être frais, plus frais. Je les achète toujours ici parce que là, ils sont bons. D'accord, est-ce qu'on peut C'est des vrais œufs de poule. Là, je suppose qu'ils les apportent directement. Pour être sûr et certain de connaître l'origine d'un œuf, il suffit de toujours se référer au code 0, 1, 2, 3. Ce code inscrit sur la coquille est une obligation légale. 0 correspond aux poules qui sont élevées de manière biologique et qui sont nourries avec des aliments de l'agriculture biologique. Les 1, ce sont des poules qui sont élevées, on dit en plein air, donc elles ont accès la plupart du temps à un parcours herbeux. Le numéro 2 correspond à des poules qui sont élevées au sol, qui ne voient elles non plus jamais le jour. En 3, ce sont des poules qui sont élevées en batterie, en cage. Elles ne verront jamais le jour. Fort de ces informations, nous partons en caméra cachée acheter nos œufs auprès des épiciers du marché. Bonjour monsieur. On voudrait acheter des œufs élevés en plein air, s'il vous plaît. Oui. Vous avez que des œufs élevés en plein air? Oui. Ah oui, moi c'est des œufs fermiers. Combien je vous dois? 1,30 s'il vous plaît. 1,30 pour des œufs plein air, c'est pas cher. D'accord. Merci beaucoup monsieur. Merci. Au revoir. Ouverture de la boîte,
code 3 sur la coquille. Déception, ces œufs proviennent de batteries. Les œufs pourraient être dans du velours. Si c'est écrit 3 dessus, les poules ont été élevées en cage. Tout ça, c'est du marketing. C'est pour faire joli. On peut même mettre une poule empaillée ici, ça ne changera pas. La poule, elle aura toujours été élevée de la même manière. Excusez-moi, je suis désolée. En fait, je vais vous demander de me rembourser parce qu'en fait, c'est des œufs élevés en cage. Il y a écrit 3 dessus. Si, je vous assure. C'est quoi qui me gêne? C'est le tampon? Ah oui, quand il y a écrit 3, ça veut dire élevé en cage. Ah non, elles sont en cage. Non, moi, elles sont en plein air et aussi à l'abri, mais elles ont de quoi couvrir. Mais c'est ce que la personne qui vous a vendu vous a dit peut-être. Je le connais. Ah, vous le connaissez? Je sais comment. Ah, donc vous assure, parce que honnêtement... Merci monsieur. Merci. Au revoir. Commerçant suivant. Je voudrais des œufs élevés en plein air, s'il vous plaît. Boîte? Ouais. Alors voilà, 1 euro, s'il vous plaît. Ils sont élevés en plein air? Attendez, je peux juste regarder, s'il vous plaît. J'en prie. Ah bah il y a écrit 3. Ah bah c'est de la batterie ça. C'est des œufs de batterie. Non, ça vient de tous les en plein air. Bah, des bio, c'est vous qui êtes productrice? Non, j'ai reçu en direct. D'accord. Mais pas du bio, c'est des fermiers. Mais vous n'avez pas l'impression que vous êtes fait tromper? Pas du tout, madame. Donc vous saviez en fait que c'était des œufs en cage? Ces œufs élevés de tout la pluie en plein air, c'est tout. Voilà, on ne va pas chercher plus loin. Nous n'avons toujours pas trouvé nos œufs fermiers. Pour aborder le troisième commerçant, nous sortons ouvertement notre caméra. Bonjour monsieur. Vous pouvez nous montrer un petit peu ce que vous faites? Bah de tout, poulet, pintade, canard, canette, agneau. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent vos viandes, vos volailles, tout ça? Ça, oui, de chez nous. De chez vous. C'est vous-même qui les avez produits? Voilà. Ah bah c'est un producteur fabuleux. C'est vrai? On n'est jamais déçu. Donc tous les produits que vous vendez là, c'est vous qui les contrôlez? Ah ouais, tout ça c'est fait par chez nous. Vous connaissez les producteurs des œufs aussi? Ah oui. Ah oui, tout est suivi de toute façon, tous ces trucs-là. Vous savez comment ils sont élevés? Elles sont élevées les poules qui pondent ces œufs? Ah bah oui, nous tous ces animaux-là, on les voit net. On peut regarder vos œufs? Ah oui. Est-ce que vous savez qu'il y a un petit code sur l'œuf pour savoir la provenance de l'œuf? Ouais. Vous savez ce que ça veut dire le 3 là? Ouais, vous savez. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Mais si vous avez des conneries à faire, partez avant que je vous foute dans la gueule. Mais on demande simplement pour savoir un petit peu comment... Mais vous savez dire des conneries qu'à la télé? Bah, on informe simplement sur le 3. Voilà. 3, ça veut dire élevage en cage. Voilà. Et alors? Vous posez simplement la question. Mais vous racontez tellement de conneries qu'on ne veut plus vous parler. Le 3, c'est la vérité. Vous racontez que des conneries à la télé. Bah, le 3, c'est un code. Ce qu'on vous dit une fois, ce que vous ressortez après derrière, la moitié est transformée. Non mais je transforme rien. Là, il y a écrit 3, ça veut dire oui, alors. Arrêtez. Voilà, moi comme ça, Le tournage au marché finit mal. Quelle différence existe-t-il entre un œuf venant d'une poule élevée en plein air et celui produit en batterie? À notre demande, un nutritionniste les a comparés. Je prends un œuf d'une poule élevée en cage. Je l'ouvre délicatement. Là, vous voyez, bon, c'est un beau jaune d'œuf. Je le mets au fond. Je prends l'œuf d'une poule élevée en plein air. Et là, on voit un jaune d'œuf qui est tout à fait similaire si on compare. Donc, il n'y a aucune différence entre les deux. Et s'il y en a un qui est un peu plus clair ou ça veut rien dire? Non, ça ne veut rien dire, ça ne changera rien au niveau de l'apport en graisse et de l'apport en protéines. Dans ces deux cas, œuf en plein air, œuf issu d'une poule en batterie, les deux goûts sont identiques, les valeurs nutritionnelles sont strictement identiques, l'apport vitaminique est identique. Est-ce qu'on paye plus cher alors? On paye plus cher les conditions d'élevage de la poule, c'est-à-dire le bien-être de la poule. Donc ça a un coût, il faut le savoir, et est-ce que le consommateur est prêt à le payer ou pas? On manque du saumon, mesdames, venez voir là. Allons-y, messieurs, dames. Belle marchandise, beau poisson extra, allons-y. Allez, messieurs, dames, très beau poisson, allez-y, à vous d'en profiter. Voilà. On pêche trop, on est en train de prélever plus que ce que la nature peut nous fournir et les générations futures ne connaîtront pas la diversité qui se trouve aujourd'hui sur nos étals. Combien ça fait là? 45. Merci. On le paye 4 fois plus cher qu'avant, le cabillaud. La sole, on prend l'exemple de la sole, c'est pareil, la sole s'est multipliée par 3. C'est bientôt aussi cher que le pétrole. Il n'y a pas de dorade sauvage, c'est très rare la dorade sauvage. Et élevage? Élevage, c'est tous les jours. Dans cette cage-là, il y a 10 000 poissons. L'aquaculture va être un complément à cette diminution des ressources.
L'élevage représente aujourd'hui 40% de la consommation de poissons. Hein. C'est moins cher, oui, mais ça n'a rien à voir. Hein. Le poisson d'élevage est gras. Bah même j'en donne à mes enfants, je veux dire, il n'y a pas de... C'est excellent, quoi, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de goûter à nos poissons déjà pour pouvoir faire une différence. Allez. Si vous arrivez à faire vraiment la différence. Ici, c'est l'élevage. Ici, c'est le sauvage. On fait le point dans 10 minutes? Oui, dans 10 minutes. Ok. 7 heures du matin, une espèce en danger est livrée dans un grand restaurant parisien. Bah là, ce matin, on a du Saint-Pierre, on a du bar de ligne, on a de la bouille pour faire la soupe de poisson, des coquilles Saint-Jacques, des turbotins, ça doit être des grosses pièces. Il y aura à peu près une centaine de kilos. Beaucoup ça? Ouais, c'est un minimum quoi. Là, on va tenir un jour et demi, 2 jours, pas plus. Et tous les jours, vous êtes livré? Tous les jours, on est livré. Victime de son succès, le poisson devient rare. Celui-là vient de Bretagne. Bord de ligne. Voilà. Alors ce bord, vous voyez, déjà, il est raide. Les yeux bien brillants. Les ouïes bien rouges aussi, hein, vous voyez, regardez. Donc ça, c'est un signe important. Qualité de fraîcheur. Ouais. Ça, c'est top, top. Bout de tourteau. Alors, il est bien frais celui-là. Il est encore vivant? Ah oui, oui, il est vivant là. Il est vivant là? Ah, il est vivant, regardez. Un crustacé, il faut qu'il soit vivant. Toujours. S'il n'est pas vivant, la chair, elle sent moins bonne. Obligatoirement. En France, la consommation du poisson a doublé en 30 ans. Reconnus pour leur qualité diététique, les produits de la mer sont proposés à toutes les sauces et plébiscités par les clients. Ça marche turbo, petit turbo, remarquable. Bon, je sais que dès que je peux, je prends du poisson, c'est plus léger et je préfère ça à la viande. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour tout. Et comme j'ai du cholestérol, le poisson n'apporte pas de cholestérol. C'est conseillé par le corps médical. Manger du poisson est bon pour la santé, mais la flambée des prix en fait un traitement de luxe. 24 additions. Le restaurant est huppé, l'addition est élevée. 250 € à peu près. Combien? Ah, 2 personnes. 2 personnes, 250 €? Ça reste une moyenne. Comme dans tous les établissements, les prix à la carte ont augmenté de 35% en 10 ans. 223. 223 €. 223. Et oui, non, c'est un luxe. Aujourd'hui, c'est un luxe, et ça deviendra de plus en plus un luxe, parce qu'il y en aura de moins en moins. Merlan. Il y a une dame qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais je donne ça à mon chat, moi, avant. Et putain, aujourd'hui, on le vend 34 €. C'est bientôt aussi cher que le pétrole. Chaque jour, le chef adapte sa carte C'est quoi ça, monsieur? Des sols grillés. en fonction des arrivages. Ah, c'est pareil, ce matin, j'ai reçu des sols aussi. Ah, j'en ai eu que 4. Il y a combien de couverts ici? 70 couverts assis. Et là, il y a 4 sols. Il y a 4 sols. Vous allez faire comment? Bon, on va les vendre, soit on les met à la carte, mais bon, ça m'étonnerait, on va les vendre hors carte, à la voix. On appelle à la voix. C'est-à-dire? Eh ben, on va les vendre, on va les proposer aux gens, aux clients, à certains habitués qui aiment bien ça. C'est quoi? C'est premier arrivé, premier servi? Voilà, c'est ça. Ça vous arrive souvent d'avoir comme ça que 4 poissons sur une espèce? Ça arrive. C'est très galère pour en avoir. En 10 ans, plus d'un tiers du stock mondial de sol a disparu. Chaque jour, le chef multiplie les coups de fil auprès de ses fournisseurs. Offrir une carte complète devient un casse-tête. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On n'a pas grand-chose. Bon, il n'y a pas énormément de marchandises. J'ai un peu de barre de ligne. J'ai quelques pièces de lot en 5 à 1000. Toujours pas de cabillaud? Cabillaud, il n'y a pas. Du lieu? Lieu non plus. Sol 6-8, 24,90. La sole, elle m'a dit, elle est à 24. Ah non, 24,90. J'ai trouvé des sols. À quel prix? Combien? 24,90. C'est très cher? Ouais, c'est cher. Bah, le poisson, là, en un an, il a pris 15%. En général? Entre 12 et 15%. Ouais. Sur toutes les espèces? Ouais. J'ai une pièce de barbu. Une pièce seulement? J'ai une pièce de 2 à 3, oui. Bah. Faut que je trouve autre chose. Cabillaud, lieu. Pas un seul, ce matin. Oh là là là. Ouais. C'est vraiment la misère, là. Ah, d'accord. C'est toujours comme ça? C'est galère comme ça tous les jours? Pratiquement, oui.
Très souvent. Très souvent. Comment ça se fait? Parce qu'il n'y a pas de poissons. Il n'y a plus de poissons dans la mer? Il y en a plus, si, il y en a encore, mais bon, ils ont beaucoup de difficultés à les pêcher, quoi. Malgré toute la technologie qu'ils ont sur les bateaux. Ça suffit plus? Le poisson fout le camp. Sortie en mer au large de Cannes. La Méditerranée est l'une des mers les plus touchées par la baisse des stocks de poissons. Le travail des pêcheurs devient évidemment difficile. C'est à combien de profondeur là? On est à 10-12 mètres de fond et il doit faire 8 mètres de haut le filet. L'image parle d'elle-même. Il faut attendre longtemps avant de voir le premier poisson. C'est un sard. Ouais, c'est un beau sard. Sard portion. Ah bah c'est pas lourd le résultat du premier filet. Hein. On espère qu'au deuxième on en aura un peu plus. Hein. Ah. Bon bah c'est mieux là déjà. C'est l'adorable. Au bout de 2 heures en mer, les pêcheurs n'ont pris qu'une dizaine de poissons. C'est 2 loups là. On a quoi, 4-5? Ah, c'est pas formidable. On s'est toujours dit que l'océan était infini, qu'on pouvait toujours aller plus loin, pêcher plus profond et qu'il n'y aurait jamais de fin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une fin. Ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à pêcher plus que 85 à 90 millions de tonnes au niveau mondial. Donc on voit bien qu'on a un plafond et que ce gâteau en fait, que constituent tous les produits de la mer pêchés dans le monde ne grossira jamais. Oh, il y a 40 ans, on avait 4-5 caisses comme ça. Quoi. Ah oui, maintenant il n'y en a plus qu'une quoi. Oui, voilà. Il n'y a plus qu'une caisse. Voilà. On ne sait pas où on va. On sait que la situation ne s'améliorera pas, qu'on pêche au niveau mondial beaucoup trop. On n'est pas encore capable de dire quand et comment peut-être les poissons vont être amenés à disparaître, du moins une partie d'entre eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si rien n'est fait, les générations futures ne connaîtront pas, en tout cas, la diversité de produits de la mer que nous connaissons aujourd'hui. Le résultat est maigre. Et pourtant, malgré la pêche intensive et la pollution des mers, se trouvent à quelques mètres de là des tonnes de poissons. Sur le bateau, les 2 pêcheurs regardent le futur. Jean, c'est quoi là derrière? C'est un élevage de poissons. Ils font du poisson, ils font des bouts, des dorades, des ombrines. Dans ces zodiacs, les employés de la ferme d'élevage. Tous les matins, ils relèvent les filets. Ici, pas d'angoisse du filet vide. Ça ressemble à une pêche miraculeuse. Les cages contiennent des milliers de poissons. Ces filets pleins feraient rêver plus d'un pêcheur. Vous en pêchez combien de kilos là exactement? Aujourd'hui, il y en aura pour 3 tonnes. 3 tonnes 5? Ouais, c'est à peu près ça, ouais, par jour. 3 tonnes 5 rien qu'aujourd'hui? Ouais. Comme ça tous les jours? Ouais. C'est une journée normale. Les employés de la ferme remontent en un jour ce qu'un pêcheur met 1 an à attraper. On trouve même ici des espèces quasiment éteintes. Ça c'est quoi comme espèce? Ça c'est du maigre. Mais là les pêcheurs ils trouvent pas de maigre dans la Méditerranée quoi. Ah non, non, là ils en trouveront plus là. C'est un poisson qui a été très très bien pêché et parce que justement il était bien reconnu, il était très bon et trop pêché et voilà aujourd'hui c'est un poisson qui a disparu. Et vous en fait vous relancez le marché du maigre en fait? Et nous on relance un peu le maigre en Méditerranée, oui. L'élevage de poissons est la réponse à la disparition de nombreuses espèces. Les fermes de ce genre ont triplé leur production en 15 ans. Celle de Cannes est leader en France. Chaque année, elle met sur le marché plus de 1000 tonnes de poissons. Donc là c'est des dorades. Alors là il y en a 40 000 dans la cage. Là il y en a 40 000? Oui. Là on les voit vraiment en surface mais il faut savoir que la cage fait quand même 14 mètres de profondeur. Donc ils remontent sur la surface pour venir nous voir en espérant grappiller quelques granulés, mais sinon ils ont vraiment beaucoup de volume et en temps normal ils occupent tout l'espace disponible de la cage. Lancée il y a 20 ans, à une époque où la pénurie de poissons ne faisait pas les gros titres, cette ferme a multiplié sa production par 50. Elle emploie aujourd'hui 60 personnes pour faire face à l'afflux des commandes.
Ici, vous avez X qui a passé une commande, donc ils ont des loups, ils ont des dorades. Et ici, une poissonnerie à Rouen. Il nous a commandé 100 kilos avec un petit peu de tout, des loups 4, 6, 6, 8, 8 000. On a un éventail assez important. Ça fait combien de kilos de parc chaque jour? On peut aller jusqu'à 8, 9 tonnes en grande période de promo, période de Pâques, l'été, ça monte énormément. Et par rapport à il y a 5 ans, ça a bien... Oui, on augmente de 10-15% par an, à peu près. Ah, quand même? Oui. C'est une croissance à 2 chiffres? Oui, mais moi j'y tiens, ma croissance à 2 chiffres. J'y tiens. Du coup, on est plus près du travail à la chaîne que de l'artisanat. Les poissons qui présentent le moindre défaut sont écartés. Alors ça, ce sont les poissons non conformes. Alors c'est-à-dire le poisson a sa malformation. C'est quoi le problème? Ici, la queue. Elle est pas quoi, bien droite, c'est ça? Voilà. Montrez-moi un beau poisson, comment ça serait? Ah oui, dis donc, vous regardez dans le détail là quand même. Eh oui. Alors ici. Qu'est-ce qu'il a celui-là? La malformation au niveau de la bouche. Ça veut dire qu'il est moins bon? Non, il n'est pas moins bon, mais il n'est pas vendable. La ferme fournit les restaurants et les poissonneries de la région, bien sûr. Mais elle réalise surtout un quart de son chiffre d'affaires avec la grande distribution. Cette enseigne est son plus gros client. Elle passe commande depuis 13 ans pour fournir les étals de ses supermarchés. Ce sont des dorades royales. Elles sont belles, hein. Là, vous avez également du bar, donc de canne. Élevage aussi. Élevage de canne également. Vous en recevez combien comme ça tous les jours? On va dire une quinzaine de kilos par jour. Quinzaine de kilos? En début de semaine, oui. Fin de semaine, on peut monter, on peut tripler le volume. Ah oui, on passe facilement à 45... 45-50 kilos au jour, oui. Aujourd'hui, le poisson d'élevage occupe 35% du rayon. Oui, tout à fait, oui. Pour le supermarché, c'est la garantie d'offrir à ses clients les poissons qu'ils réclament. C'est loin d'être le cas au rayon sauvage. Il n'y a pas de dorade sauvage. C'est très rare la dorade sauvage. Ah, parfois, il y en a. Vous en avez pas du tout? Non, vous pouvez avoir quelques semaines sans dorade sauvage, oui. Et élevage? Élevage, c'est tous les jours. Tous les jours, vous tous en les jours, avez oui. garantie? Oui, garantie. Oui. C'est quand même un gros avantage, ça. Ah, bien sûr, oui, pour le client, c'est formidable quand même. Hein. Il trouve son assortiment complet tous les jours. L'approvisionnement est le premier atout du poisson d'élevage. Le second concerne le porte-monnaie. Voilà. Quelle est la différence entre élevage et sauvage alors? C'est le prix. Le prix? Oui, c'est du simple au double. Hein. Un bar de ligne, ça vaut donc 2 fois plus cher qu'un bar d'élevage. Hein. Ah, oui, et là, par exemple, là c'est bar sauvage, ça c'est combien au kilo? 19,90 le kilo. 19,90? Oui. Et le bar d'élevage, c'est combien? 11,90 €. 8 € de différence. Au kilo. Le poisson d'élevage est moins cher, mais les consommateurs restent suspicieux sur sa qualité. Il faut mieux prendre du sauvage que de l'élevage. Jamais d'élevage, toujours sauvage. Pourquoi? Parce que pour moi, la nourriture que prend le poisson est saine et comme j'en donne à la petite en l'occurrence, c'est important. Il est moins bon, on sait pas avec quoi il est nourri. Ils sont élevés avec des granulés, certainement on connaît pas, vous vous souvenez pas de la vache folle, non? Alors comment sont produits ces poissons? Avec quoi sont-ils nourris? Si la dorade sauvage devient rare, ici elle est élevée en quantité industrielle. En milieu naturel, un poisson ne pond que 3 mois dans l'année. Dans une ferme, on parvient à le faire pondre 10 mois sur 12. L'usine tourne à plein régime. Alors le principe, c'est d'avoir des œufs toute l'année. Parce qu'on peut nous téléphoner n'importe quand pour avoir effectivement des œufs de dorade. Les 3 mois de ponte des dorades sont normalement en hiver. Pour produire toute l'année, les éleveurs trompent les poissons. Le principe, il est relativement simple. On joue uniquement sur la lumière et sur la température de l'eau. Par exemple, là, en ce moment, en ce qui concerne la lumière, on est au printemps, au mois de mai. La lumière artificielle permet de tricher sur les saisons. Voici le printemps. Là, c'est l'hiver, il fait nuit et froid. C'est le moment de pondre pour les dorades. On applique ce qui existe dans la nature, mais simplement, on joue sur la lumière et sur la température. Mais il n'y a aucune manipulation ni quoi que ce soit. Cette mousse à la surface, prête à être recueillie, est le résultat de la ponte. C'est quoi ça? Vous regardez quoi?
Alors là, je regarde les œufs. Ah, effectivement, c'est petit. Hein. Je dirais qu'il y en a à peu près 300 000 actuellement. 300 000. 300 000 œufs dans ce bocal, des millions dans les cuves. Chaque année, la ferme produit 400 millions d'œufs. Devenus des petits poissons, les alevins sont nourris et protégés, loin de la dure loi de la nature. Nous, notre intérêt, c'est de tirer le maximum de poissons vers le haut, d'avoir le meilleur pourcentage de survie possible. Tout à l'heure, je vous disais, on fallait estimer entre 50 et 70% de survie. Dans la mer, sur une quantité d'œufs pondus, il y en a combien qui arrivent à l'âge adulte? Il y en a beaucoup moins, il y a un taux de survie très faible. Quoi, 1 ou 2%. 1 ou 2% de survie, et vous avez 70%. Là, le poisson, il est à l'abri, il est protégé, il n'y a pas de prédation, il n'y a pas de poisson qui va l'agresser. C'est une maternité, on les protège, on évite qu'ils tombent malades. L'objectif, c'est d'en faire vivre un maximum. D'accord, vous êtes un petit peu leur maman. Voilà, c'est ça. On est toute une équipe de mamans. Après 4 mois passés en cuve, les jeunes poissons rejoignent les cages en pleine mer. Pour leur alimentation, pas de farine animale. Alors là, il y a les granulés pour les poissons, graines de féréole biologique, graines de soja biologique toastées et huile de poisson. En 2 ans, les poissons d'élevage sont prêts à la consommation. C'est 2 fois plus vite que les sauvages, moins chouchoutés. Elles ont une vie meilleure que les sauvages, on va dire. Donc, elles grossissent plus vite. Voilà, elles grossissent un peu plus vite. Au niveau qualité, le poisson d'élevage peut-il rivaliser avec le sauvage? Nous avons demandé à un chef de nous en préparer, dans des conditions strictement identiques. Dorade royale. Dorade et bar sauvage contre élevage. 3 critiques gastronomiques arbitrent le match. Bon Freddy, on y va. Cuiseur à vapeur sans pression. Tu me mets d'abord les dorades royales, on est d'accord? On part sur un tas d'a priori dont on connaît finalement très peu la réalité et je m'attends à des surprises. Hop. Vas-y. Là, c'est lequel? Rappelez-nous. Ah ben là, on est sur la sauvage. La première sortie, c'est la sauvage. Là, Cerfeuil. cerfeuil, élevage, ciboulette, sauvage. La chair est plus ferme sur le poisson qui est en bas de l'assiette près de la ciboulette. Oui. Et elle est plus éclatante. Ici, c'est un peu plus spongieux, c'est filandreux. Il suffit de regarder ça. Hein. Ça, c'est une tragédie. Celui-là me paraît beaucoup plus partir un peu en purée, en compote. Il y a moins de densité, la matière s'écroule. Et là, vous goûtez celui à la ciboulette. Celui avec la ciboulette me paraît avoir plus de matière, c'est plus tendu, il existe dans la bouche. Il n'y a pas photo, il y en a un qui a une tendance au gras évidente, ce gras n'est pas gustativement agréable, et l'autre qui a un goût avec une finesse, un goût de mer et une longueur en bouche qui est nettement plus présente. Le sauvage est vraiment nettement supérieur. Après la dorade, c'est au tour du bar de passer au banc d'essai. On sort 3, là c'est quoi? Élevage contre sauvage, verdict des spécialistes. Superbe, là, faut pas bouger. Hein. Cornichon, sauvage, capre, élevage. Comme il faut choisir, je choisirais le goût de celui qui est à côté des capres. Tout on dit ça qu'il n'est pas mauvais, celui des cornichons. D'accord. Je choisis parce qu'il faut choisir. C'est vrai que les deux goûts sont proches. Autant il n'y avait pas photo avec les dorades, autant sur le bar, là tout d'un coup, je suis dans un sentiment un petit peu... j'ai le choix. Les deux se valent. Les deux se valent et on est sur 2 produits de qualité. Vous-même qui ne servez que du sauvage? Oui. Je n'aurais pas honte de servir ce poisson-là. Dans la recherche de la qualité, je pense qu'on va arriver à un niveau qualitatif de plus en plus intéressant sur les bars. Là, c'est un très très bon exemple. Il est probable qu'il y a eu une perforation de l'intestin qui a répandu du contenu intestinal au niveau de la paroi et des muscles de l'animal. Ça a contaminé toute la viande. Et ça a contaminé la surface de la viande. Normalement, on achète une viande saine. Le risque zéro n'existe pas. Ouais, le dimanche, 9 enfants intoxiqués par des steaks hachés contaminés. Ce sont les petits-enfants qui sont très fatigués, ont une tension très élevée. Gastro, vomissement, diarrhée sanglante,
le tube digestif et les reins. Et à la fin de la semaine, on était à 400 familles intoxiquées. Donner à manger à ses enfants et le rendre malade, alors que normalement c'est censé les aider à aller bien, à grandir, et qu'en fait on l'a rendu malade. C'est vrai qu'on a du mal à... Peut-on manger de la viande en toute sécurité? En fait, le risque zéro n'existe pas. Pourtant, les professionnels ont consenti de gros efforts pour faire oublier la vache folle et les crises des années 90. La confiance est revenue chez le consommateur. Nous mangeons 90 kilos de viande par personne chaque année. Le week-end, c'est la queue devant l'une des meilleures boucheries de Paris. Merci, régalez-vous, monsieur. Pour une côte de bœuf. Qu'est-ce qui fait que votre viande est meilleure là? Parce qu'elle est un tout petit peu persillée, elle a un rouge, un bon fond de viande, comme on appelle ça, une belle couleur, un peu rouge pourpre, un peu foncé. Et est-ce que c'est bon signe quand il y a un peu de gras comme ça? Oui, c'est bon signe, le gras c'est le goût. Il sait où? Faut qu'il soit où? Il y en a un petit peu par rapport à une côte de bœuf, il y en a un petit peu de persillé comme ça dans le grain de viande. Et après, il y en a un petit peu sur les retours et à l'intérieur de la bête. Une côte de veau filet pour un, pour deux, un peu épaisse. Merci beaucoup. Merci. Moi, je voulais Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des beefsteaks, parce que vraiment c'est un délice, du veau, des escalopes de veau, et puis les côtes d'agneau. Il y a d'autres bouchées hein, quand même, pas comme celui-là. Il y a d'autres boucheries, j'en ai fait le tour, et c'est quand même la meilleure et de loin. Je traverse tout Paris pour venir ici. C'est vrai? Oui. Hugo Desnoyers est à la tête d'une entreprise de 10 personnes. Il vend sa viande 10% plus cher que ses concurrents. Pour attirer les clients, il offre le meilleur de la production française. Vous avez du stock? Ouais, il y en a un petit peu. Ouais. Et il y a quoi là-dedans alors? Là, il y a tout l'agneau en fait, les agneaux de Lozère. Ils arrivent comme ça, en stockinette, parfaitement, bien emballés. Là, c'est les petits gigots d'agneau de lait. Il y en aura une petite paire aussi pour un restaurateur connu ce matin. Et là, on va couper un petit carré de veau pour l'atelier Robuchon. Voilà. Le matin, le boucher prépare ses livraisons du jour. Il fournit quelques-uns des restaurants les plus cotés de la capitale. L'Arpège, 2 aussi, le Relais Louis XIII, M. Martinez. Le 15e, c'est Cyril Lignac. Ça rassure. En vitrine, la liste des établissements impressionne la clientèle. Bon, ça, c'est les grandes maisons, mais tout en haut de la liste, l'adresse la plus prestigieuse de France. Les fournisseurs de l'Elysée, donc on regarde en se disant que peut-être nous aussi, on y sera un jour. Hein. On commence par acheter de la viande. Vous aurez la même viande. Espérons. Et qu'est-ce qu'il aime? Un petit peu de veau, un petit peu d'agneau. Non, pas des gros repas. Pas de gros repas, c'est-à-dire? Il y a moins de grosses réceptions et tout ça. C'était une volonté de sa part, je crois. Et Jacques Chirac? Il adorait le veau, M. Chirac. Le veau de chez lui, le veau de Corrèze. Il y avait plus de commandes? Ouais, un petit peu plus, ouais. Il recevait peut-être un petit peu plus aussi. Donc là, ça est plus soft. Ouais, puis il voyage beaucoup aussi pour les affaires, là, ce que j'ai cru comprendre, donc il est moins souvent là. Donc on mange moins. On va aller les livrer, oui. C'est Hugo Desnoyers lui-même qui livre la cuisine la plus sensible du pays. Il contrôle pas le sac? Non, c'est de la viande quand même. Ouais, ça fait drôle. Messieurs, bonjour. Bonjour. Voilà, la petite livraison. Carré d'agneau. Bon courage, bonne journée. Merci, au revoir. Pas trop stressé quand on livre l'Elysée sur ce qu'on a? Stressé, je sais pas si c'est le mot, mais ouais, on est toujours impressionné. Moi, je suis impressionné. Ça m'impressionne toujours, c'est sûr. La tournée Prestige se poursuit dans un palace de la place Vendôme. 24 heures sur 24, son restaurant doit satisfaire une clientèle exigeante. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Rod. Ça va et vous? Oula, super. Vous avez vu? Couleur, texture. Tendre, blanc. Blanc. On a la noire. Le cœur. Ah, génial. Ah oui. Celui-là, il vient d'où là, celui-là? Corrèze. Corrèze, toujours. Ah ouais. Le carré d'eau. Nous, on le sert épais, légèrement rosé. Déjà, rien quand on va le trancher, le bon goût du veau, le moelleux et à la découpe, c'est comme du beurre. Un riz de veau, déjà, la qualité, c'est un veau de lait. Il faut déjà des riz de veau d'un vrai veau.
pas des veaux de batterie, un vrai bon veau de lait. C'est sûr, c'est la base. Déjà, c'est parce que c'est tout ce qu'a expliqué Monsieur Roth. C'est quoi votre batterie? Bah, les veaux élevés à la chaîne, au lait en poudre. Il y en a qui sont élevés en batterie, comme vous dites. Bah, aujourd'hui, c'est 95-97% du marché français. Le boucher se rend une fois par mois dans le sud-ouest pour choisir sa viande. Pour le bœuf, c'est dans l'Aveyron, pas de batterie. Les bêtes sont élevées dans les pâturages. Ça va, Gérard? Non, mais moi. Bonjour, ça va? Ça va, toi? Oh putain. Ah oui, t'en as des sévères quand même. Hugo Desnoyers sélectionne lui-même les bêtes qu'il juge les meilleures. Celle-là, c'est la première que j'ai vue en rentrant. Hein. C'est laquelle? Vous avez repéré laquelle? Non, regarde, celle-là, elle a une croisée au vrac. Regarde-moi ça. 5 kilos. Ah oui. Celle-là, elle est bonne. Et celle du fond, là-bas? Ça, c'est une sacrée bête, là. Laquelle, Gérard? Celle-là, celle-là. Celle-là, ouais. Et là, faut pas te... Oh, doucement, Il faut doucement. que tu la mettes à part, celle-là. Non, mais ça remonte. Celle-là, là? C'est exceptionnel, ça. Bah déjà, elle est super bien tournée, tu vois. Là, on voit qu'elle est déjà en état d'engraissement super. Après, bon, bah, faut la... Des grosses fesses? Ouais, c'est ouais, un gros cul, quoi. Tiens, regarde, elle a le dos, là, le faux filet, elle est exceptionnelle. On voit, là, il y a un énorme creux au niveau du dos, là, donc les faux filets sont bien développés. Là, le haut du rhum sec, il est bien sorti, là. Elle a des fines aiguilles au niveau des pattes, la belle, là. On dit qu'elle a des aiguilles, quoi, c'est des petits os. Tu vois? Oh, c'est important pour un gars comme moi, quand on va acheter la bête, on va acheter du muscle, quoi, et pas de l'os. Et c'est combien une bête comme ça? 3000, un bon 3000 euros. Et normalement, une bête lambda 1500. 1500, ouais, 1500, 1800, je sais pas. Ah, vous payez le double pour avoir Oui. une bonne viande? Ah bah oui, bien sûr. Bah attention, pour faire des bêtes comme ça, c'est assez rare aussi. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à sortir des cocottes comme ça. Je sais pas, ça c'est la Mercedes, et après l'industrie c'est la Citroën, je sais pas quoi. C'est la 2 chevaux? C'est la 2 chevaux, voilà, c'est ça. Pendant les 4 ans où sont élevées les vaches, une attention particulière est portée sur leur nourriture. L'époque des farines animales est révolue. Il n'y a que des produits naturels dans les mangeoires. Moi j'ai pas les lunettes là, mais on voit les pulpes de betterave, luzerne, regardez le maïs, on le retrouve là. Hein. L'abattage est une autre étape importante. Les conditions d'hygiène et de mise à mort influent sur la qualité de la viande. Comment ça va? Ça va? Ça va, impeccable. On utilise un procédé très étonnant. Vous faites quoi là, monsieur? Je mets un CD, de la musique pour calmer les animaux. C'est pour les vaches? Ouais. Et vous leur mettez quoi là? Vous pouvez nous montrer? Vivaldi, oui, bien sûr. Que de la musique classique. Et ça les déstresse, les bêtes, ça les appose un peu, tu vois. La petite mère elle est en train de se reposer tranquille. Là. Il y a souvent, on arrive à la bouverie, tu les entends un peu gueuler et tout. Dès que tu mets de la musique, là, t'as plus de bruit. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est bien. Une bête, si elle a un coup de stress juste avant de se faire tuer, elle peut se raidir un peu, tu vois. Alors que si elle est dans les bonnes conditions, bien détendue et tout, avant de se faire tuer. Une bête qui était très stressée, elle peut devenir ce qu'on appelle viande un peu noirâtre, un peu fiévreuse, et qui a un très mauvais aspect. Juste à cause du stress. Ah oui, bien sûr. Hein. Herbert von Karajan, les grandes valses, les grands classiques du piano, Adagio et Mozart aussi. Allez. Ensuite, tout va très vite. Chaque jour, une vingtaine de vaches sont mises à mort par le spécialiste de l'abattoir. Ça dure 15 secondes, le temps que la porte se ferme derrière elle, la bête est assommée tout de suite et il n'y a aucun risque. On tire et ça va déclencher le pistolet où il y a un bout de ferraille qui va sortir. Et la bête est assommée. Là, c'est la partie du rhum sec. Là c'est le faux filet. Là, c'est le rhum sec. Là, c'est le faux filet, la côte de bœuf. Et après, on attaque le collier et l'avant de la bête. La découpe des carcasses est une étape sensible de la filière. Il y a 15 jours, un abattoir de la Manche a fourni de la viande touchée par une dangereuse bactérie. 110 magasins en Île-de-France et dans l'Ouest ont été livrés avec cette marchandise.
Près d'Angers, un abattoir a connu la même mésaventure. Il y a 3 ans, un stock de steaks hachés a été touché par la même bactérie. La direction nous a ouvert ses portes. Là, vous allez mettre une blouse, un pantalon et des bottes. Pourquoi il faut porter tout ça? Alors, donc, dans un souci de protéger les produits qui sont en cours de fabrication, hein, des poussières qui sont vecteurs de bactéries. Vous mettez carrément un masque? Oui, pour éviter les risques de contamination, même par la bouche. La respiration, même par la bouche, oui. Cette entreprise a la confiance des plus grandes enseignes d'hypermarchés du pays qui lui confient la production de leurs steaks hachés surgelés. Et vous produisez combien de steaks hachés comme ça Alors on produit environ 200 000 steaks hachés par jour. 200 000 steaks hachés par jour? Voilà. Le traitement de la viande est entièrement assuré par des machines. Voilà, la viande est introduite dans cet appareil et vous avez le formage des steaks hachés qui se fait ici, comme chez le boucher, hein, mais ça va un peu plus vite. À peine hachée, la viande est surgelée. Ce qui est important, c'est de congeler le plus vite possible les produits. Hein. Alors, à l'extrémité, les steaks hachés frais sont introduits dans la machine et ils ressortent ici, donc surgelés, au bout de quelques minutes. Malgré le sérieux du procédé, une bactérie a pourtant affecté 100 000 steaks partis en magasin lors de l'automne 2005. Le problème, c'est qu'il y avait la bactérie Escherichia coli qui avait contaminé la viande, la surface de la viande, qui a servi à fabriquer le produit. D'accord, c'est-à-dire qu'il y avait une bactérie dans le steak. Oui. Et si on prend un steak comme ça? Oui. Une bactérie? À l'œil nu, c'est totalement impossible. À cause de cette bactérie, le Sud-Ouest a vécu une crise sans précédent. 400 familles touchées, des dizaines d'enfants hospitalisés à la suite d'une intoxication alimentaire violente chez les plus jeunes. Près de Dax, un garçon de 6 ans a frôlé la mort. À cause de cette bactérie, le Sud-Ouest a vécu une crise sans précédent. 400 familles touchées, des dizaines d'enfants hospitalisés à la suite d'une intoxication alimentaire violente chez les plus jeunes. Près de Dax, un garçon de 6 ans a frôlé la mort. Ça, c'est le dossier que j'ai fait. Ça, c'est le premier jour où Diego est arrivé à l'hôpital de Bordeaux. Regardez déjà, là, dans quel état était Diego. Il était branché de partout, en fait. C'était quoi exactement? Pour la respiration, contrôler son cœur, il y avait la dialyse. Ça l'aidait à respirer, puisque par moments, il avait du mal à respirer aussi. Donc, il était branché partout. Il y avait la morphine, il y avait le Loxène pour la tension, puisqu'il y avait des problèmes de tension. Quand Diego tombe malade, c'est bien sûr l'affolement dans sa famille. Les symptômes sont graves. La dégradation de son état de santé est rapide. Ça a commencé par donc une gastro, vomissement, diarrhée sanglante. Donc on l'a fait hospitaliser et il a fini dans le coma. Personne, mais personne, ne sait de quoi souffre l'enfant. Ses parents envisagent le pire. Pendant 15 jours, on ne savait pas s'il allait... on allait le revoir, si on n'allait pas le revoir. Donc ça a été, il a pris 14 kilos d'œdème. S'il ne perdait pas les œdèmes, il ne s'en sortait pas. Il a fait 2 arrêts cardiaques. Oui. Ah, donc ça a été entre la vie et la mort pendant 15 jours, oui. C'est le mot. En quelques jours, c'est toute une région qui est frappée. Les médecins diagnostiquent une intoxication alimentaire mais ignorent son origine. Et les cas se multiplient. Lundi 31 octobre 2005, 9 enfants intoxiqués. Mardi 1er novembre, vigilance maximale, 18 personnes intoxiquées, dont 16 enfants hospitalisés. Et à la fin de la semaine, on était à 400 familles dans les Landes, frappées par la gastroentérite. Au total, 57 enfants sont hospitalisés en l'espace de 10 jours. Diego et les cas les plus critiques sont transportés au CHU de Bordeaux.
Ah, ils sont arrivés anémiques, parce que cette maladie, il y a une anémie assez importante. Mais la plupart du temps, ils avaient été transfusés avant d'arriver, ou ils ont transfusé éventuellement. Et surtout, ils ont les reins qui sont bloqués. Commence alors une course contre la montre pour trouver l'origine du mal. Les épidémiologistes ont rencontré les parents. Ils ont fait des questionnaires en disant vous avez mangé quoi, vous avez bu quoi, vous avez été là. Ce qu'on fait habituellement dans les intoxications. Se souvenir, quand on a 3 gosses, se souvenir de ce qu'ils mangent à tous les repas, c'est pas forcément évident. Et en fait, ils avaient tous mangé la même chose. Ils avaient tous mangé du jambon, ils avaient tous mangé de la purée, ils avaient tous mangé du steak haché. À un moment, on pensait que c'était un poulet qu'on avait acheté sur un marché. Donc en fait, ils ont mis un peu de temps pour trouver, jusqu'au jour où une maman a fini par récupérer, en fouillant dans les poubelles, parce que les parents ils sont allés récupérer aussi dans les poubelles. Elle a récupéré une boîte avec le numéro du lot et c'était une boîte de steak haché. Elle se souvenait pas du steak haché, mais elle se souvenait de la boîte. Ils se sont rendus compte que beaucoup avaient acheté des steaks surgelés et avaient mangé ces steaks. Ce supermarché des Landes est un des points de vente où les steaks contaminés ont été mis en rayon. Alerté par les autorités sanitaires, la direction de l'établissement réagit immédiatement. Là, si vous voulez, j'ai un peu le ciel qui m'est tombé sur la tête et je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire dans l'urgence. C'était un samedi soir, il était 20h, on était bien seuls à réfléchir au problème. Et donc, on a alerté nos confrères pour qu'ils organisent dès le dimanche matin une opération de phoning pour contacter le maximum de consommateurs qui avaient acheté la marque. Donc il y a 1 millier de personnes dans les Landes qui ont été rappelées, donc c'est quand même pas mal. Et personnes qui avaient acheté le steak haché, qui l'avaient dans leur congélateur et qui l'avaient pas consommé. Nous avons terminé vers midi et des gens s'apprêtaient à manger du steak haché et donc on leur a sorti de la bouche pratiquement. Les personnes les plus touchées sont celles qui ont consommé leur steak saignant. Une cuisson prolongée aurait détruit la bactérie. Les parents de Diego n'oublieront jamais le repas qu'ils ont servi à leur fils. Donner à manger à ses enfants et le rendre malade, alors que normalement c'est censé les aider à aller bien, à grandir, et qu'en fait on l'a rendu malade. C'est vrai qu'on a du mal à... C'est moi qui l'ai fait cuire, ce steak haché. C'est moi qui l'ai, puisqu'elle travaillait à ce moment-là, donc c'est moi qui ai fait la cuisine, donc je m'en suis voulu quand même pendant un petit moment. Ouais, trop même, parce que vous en avez voulu. Oui. Pourquoi? Peut-être quoi, j'aurais dû faire plus. Parce que je me dis que c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Donc après, on culpabilise toujours, même si je sais que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Et aujourd'hui, vous avez encore cette culpabilité? Aujourd'hui, oui, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Non. Comment cette bactérie a-t-elle affecté la viande? La direction de l'usine a très vite identifié le lieu de contamination. C'est au moment de la découpe d'une carcasse que la bactérie a été libérée. Seul 1% du cheptel est porteur de cette bactérie. Alors il est probable qu'il y a eu une perforation de l'intestin qui a répandu du contenu intestinal au niveau de la paroi et des muscles de l'animal. Ça a contaminé toute la viande. Et ça a contaminé la surface de la viande, la surface de la carcasse. La partie sensible, je vais vous la montrer. Donc c'est à partir de là où on commence à ouvrir l'abdomen de la bête. Voilà. C'est ça le problème? Voilà. La panse, qu'il ne faut pas percer. C'est là où il y a la bactérie? Voilà, la bactérie peut se trouver à l'intérieur. Ouais. D'accord. On fait descendre la bête, voilà, les boyaux. On ferme le rectum avec un sac bien spécifique, avec un serrage très fort. On coupe. Tout ce qu'on vient de sortir, il ne faut surtout pas se percer. Si on perce le panse, il se trouve qu'on met de la matière fécale dans toute la bête et là provoquer le problème de la maladie. Hein. D'accord, et la contamination de toute la viande. Et voilà, la contamination de toute la viande. L'opérateur dont le couteau a perforé les intestins d'un animal n'a pas réalisé les conséquences de son erreur. Il a pu ne pas s'en apercevoir. Donc après, c'est là où, effectivement, quand on est en grande vigilance par rapport à un problème comme c'est le cas aujourd'hui, la moindre défaillance va être repérée. Mais quand on n'est pas sensible à la prise de conscience, il n'y avait pas eu d'accident en France sur ce problème-là. Donc voilà, l'administration ne nous sensibilisait pas et ne nous obligeait pas à avoir des précautions supérieures, donc forcément la sensibilisation était moins importante.
Les parents de Diego et toutes les familles touchées ont confié leur dossier à un avocat. L'usine et les points de vente où les steaks ont été achetés sont sur le banc des accusés. Il faut être clair. À mon sens, le risque zéro en matière alimentaire n'existe pas. Mais tout de même, il y a la possibilité, en multipliant les contrôles, en multipliant les précautions, de tendre de plus en plus vers ce risque zéro. Si on fait des contrôles comme cela a pu être indiqué, uniquement tous les 15 jours sur des lots de viande, il y a plus de risques que si l'on fait des contrôles systématiques. À chaque arrivée de lot, on vérifie ce qui se passe. Depuis la crise qui a secoué la société, une série de contrôles supplémentaires a été mise en place à chaque étape de la chaîne de production. Vous faites combien de prélèvements par jour? Une vingtaine. Vous faites une vingtaine de prélèvements? Oui, en fonction du nombre de mêlées, c'est 20 prélèvements par jour. Et avant, c'était combien avant ce fameux incident il y a 2 ans? 2. 2 par jour? Et maintenant, vous en faites 20? 10 fois plus. Alors les autorités n'obligent toujours pas à faire ce type de contrôle. C'est uniquement de notre propre initiative que nous avons mis en place les contrôles systématiques des steaks hachés analysés. Aujourd'hui encore, la loi n'oblige pas les industriels français à faire une recherche systématique de la bactérie. Selon les avocats des familles, leur responsabilité reste engagée. Au niveau juridique, ils n'avaient pas d'obligation de faire ces tests, donc c'est difficile, j'imagine, de les attaquer, non? Mais ils n'avaient pas d'obligation, mais par contre, ils ont une responsabilité du fait des produits défectueux qui induit cette obligation de contrôle, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de la qualité des produits qu'ils vendent. Bien sûr qu'on est responsable. On est responsable parce qu'on met sur le marché des produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est délicat pour moi de dire ça, mais c'est un cas exceptionnel, quoi. Oui. Malheureusement, j'ai du mal à dire ça parce qu'il y a des enfants qui ont été touchés, et donc je ne peux pas dire ça avec légèreté, mais par rapport aux millions de steaks hachés qui sont vendus, millions de tonnes de steaks hachés qui sont vendus en France par an, il y a eu un cas, voilà. Chacun assume et les victimes seront indemnisées. Aujourd'hui, comme Diego, elles ont totalement récupéré. Le risque zéro n'existe pas encore, même si la sécurité de la chaîne alimentaire française reste l'une des meilleures. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire OGM? Organe? Non, il y a un truc de non. Il y a un truc d'organe, non? OGM? Organisme génétiquement modifié. Oui, on a modifié génétiquement l'organisme pour qu'il puisse résister à certaines maladies, à certains insectes. Ça tue les animaux, ça tue les gens aussi. Petit à petit. Pourquoi vous attrapez le cancer? Il n'y en a jamais autant eu de cancer. Moi, je suis généticien de formation. Je peux vous dire que j'ai aucune crainte, mais alors vraiment aucune crainte, à 100%. L'amiante aussi, il n'y avait aucun problème. L'amiante, il n'y avait aucun problème. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux gens qui meurent de l'amiante. On ne s'en est pas aperçu. Mais là, il n'y a aucun danger. Il faudrait demander aux rats qui en ont gobé, il faudrait demander aux abeilles, il faudrait demander probablement à nous, mais on ne le sait pas encore. On verra ça dans 20 ans, rendez-vous dans 30 ans. C'est du long terme. Les rats, ont été étudiés. Le métabolisme était complètement détruit. Les organes se mutaient. Enfin, on joue aux apprentis sorciers. Mais alors aujourd'hui, plus que jamais. Résistance! À ceux qui veulent imposer les OGM, nous répondons. Résistance! À ceux qui veulent dominer le monde, nous répondons. Résistance! Bravo! Faut-il avoir peur des OGM? En France, le débat fait rage depuis 10 ans. Les organismes génétiquement modifiés sont-ils dangereux pour la santé? Ou marque-t-il un progrès historique contre la faim dans le monde? L'enquête débute dans le sud-ouest près d'Agen. Du maïs non OGM, non traité, voilà à quoi on s'expose. Donc la chenille, elle rentre dans l'épi, fait des crevasses, là l'air va pénétrer bien sûr, l'air, l'eau, et un champignon va se développer. Là, vous avez du maïs OGM. Vous voyez des épis bien finis, des grains bien nourris, sur une tige qui est encore verte. C'est du maïs qui est solide, vous voyez, très solide. Là, vous avez zéro perte.
Pour résister à la pyrale, cette chenille qui ravage les récoltes, les scientifiques sont parvenus à marier les gènes d'un insecticide naturel à ceux du maïs. Le résultat s'appelle le Monsanto 810. Pour les partisans de cette technique, la meilleure publicité a lieu au moment de la récolte. Le rendement est supérieur, les céréales sont intactes. En limitant les pertes liées aux parasites et aux insectes, les OGM permettent aux agriculteurs de gagner plus. Jolie graine. Regardez. Regardez si ce grain est joli. Est-ce qu'aujourd'hui un agriculteur OGM gagne mieux sa vie qu'un agriculteur non OGM? Évidemment. Évidemment. Lequel ordre, bon, moi je reviens toujours au cas de mon exploitation, c'est bon an mal an, 1 tonne de plus hectare. Vous prenez l'exemple de 100 hectares, ça fait 100 tonnes, multiplié par 200 € de la tonne valeur aujourd'hui, ça me fait 20 000 €. C'est 20 000 € de plus, 20 000 € de plus sur l'exploitation. Eh bien, 20 000 €, ce n'est pas rien. La vérité est que nous avons des doutes sur l'intérêt actuel des OGM pesticides. La vérité est que nous avons des doutes sur le contrôle de la dissémination des OGM. La vérité est que nous avons des doutes sur les bénéfices sanitaires et environnementaux des OGM. Eh bien, dans le respect du principe de précaution, je souhaite que la culture commerciale des OGM pesticides soit suspendue. Au mois de janvier dernier, Nicolas Sarkozy annonce la fin de la culture du maïs OGM en France. Le ministère de l'Environnement parle d'une mesure de précaution. Vous avez toute une série en fait de nouvelles études qui sont sorties depuis 1998 qui relèvent des éléments qui jettent un doute sur l'impact sur l'environnement du Monsanto 810. C'est pas tant sur la partie santé que l'impact sur l'environnement du Monsanto 810 qui est ici en cause dans cette étude. Cette mesure a ramené le calme dans les campagnes. Les anti-OGM ont mené un combat médiatique féroce pour dénoncer la contamination de leurs champs par les parcelles de maïs Monsanto 810. Tout le monde a peur. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a des pro-OGM, mais il y a beaucoup de gens qui sont contre les OGM. Et ils ont peur. Ils vont être contaminés, comme moi. Ça semble couler de source qu'avec le vent, avec les abeilles, le pollen il circule. Un agriculteur, il sait très bien que dans le pollen de maïs, il y a des abeilles. Il sait très bien que le pollen de maïs, il ne reste pas là, qu'il vole avec le vent, avec tout ce qu'on veut. Donc celui qui sème de l'OGM, il sait très bien à quoi il expose ceux qui n'en veulent pas. Avant l'interdiction, la vie d'un agriculteur OGM comportait des désagréments. Souvent anonymes, les menaces sont fréquentes. Vous voyez le courrier que j'ai reçu, une partie du courrier que j'ai reçu en 2006 avec des pétitions, des lettres assassines. Comment pouvez-vous oser parler des OGM en bien? C'est une honte, un scandale. Vous êtes un empoisonneur, vous êtes complice du grand Satan américain. Pouvez-vous encore vous regarder dans une glace? Vous êtes un assassin. On devrait vous accuser de crimes contre l'humanité. J'ose espérer que la foudre céleste s'abattra sur vous. Je déteste les individus de votre espèce qui croient tout savoir. Quel intérêt vous auriez à servir? L'intérêt, justement, c'est de me déstabiliser, tout simplement, de me faire peur. Ils jouent aux apprentis sorciers. Ils jouent avec la nature. Ce n'est pas parce que ça marche en laboratoire qu'il faut voir sur plusieurs années les conséquences, d'abord sur des animaux en laboratoire, avant de balancer ça en pleine nature comme il faut. Le maïs modifié est-il dangereux pour la santé? Vous avez, là en face vous avez un pro-OGM là. Il a peur qu'on lui fauche le champ, regardez-le. Il est en face là-bas au fond là. Allez le questionner là-bas. En bleu là-bas. Oui. Impossible de départager les pros et les anti-OGM. Depuis 10 ans, aucune étude indépendante n'a rendu un verdict indiscutable. Dans les champs, chacun campe sur sa position. Moi je suis chez moi ici. Vous êtes chez vous, moi je suis chez moi. C'est normal d'avoir l'opinion des uns et des autres. Vous les aurez en temps voulu s'il le faut, mais vous les aurez pas aujourd'hui. Parce que vous êtes hostile à ce qui se passe ici ou... Je ne suis hostile à rien du tout. Mais donnez-nous votre opinion, on ne vous agresse pas, monsieur. Ce qui se passe là, en fait, nous on se retrouve entre paysans dans cette situation. Et je veux dire, lui, enfin, je ne sais pas s'il est pour l'OGM, moi je suis en bio, mais je veux dire, on est d'abord paysans. On ne veut pas cette guerre entre les paysans. Et s'il n'y avait pas les OGM, il n'y aurait pas ce problème entre les paysans. Image choc offerte en prime aux caméras. L'agriculteur non OGM détruit sa parcelle contaminée. Vous voyez mon maïs qui est détruit là? C'est une catastrophe d'avoir ça pour un paysan. Ça me rend malade.
À l'automne prochain, les moissons seront moins mouvementées. Les cultures génétiquement modifiées sont interdites en France. Vous allez pourtant voir que ce n'est pas la fin des OGM sur notre territoire. Nantes, premier port d'importation français pour les céréales. Venus d'outre-Atlantique, des bateaux déversent chaque année des milliers de tonnes de maïs et de soja transgénique sur les docks. Les agriculteurs français n'ont plus le droit d'en cultiver. On peut toujours en faire venir de l'étranger. Oui, mais en fait, ce qui est interdit, c'est la production. Nous, là, on est dans le cadre d'importation. Donc de soja qui est produit en Amérique du Sud, Argentine, Brésil. Donc il n'est pas interdit d'importer du soja. Il est interdit de produire en France, mais on peut... Voilà, la polémique est sur la production. La production française. Mais le résultat, il y a quand même de l'OGM qui arrive en France, en fait. Voilà. Il y a oui, mais bon, ça, c'est... C'est les lois. Voilà. Il n'est pas interdit d'importer du soja OGM. 12 200 m² de surface de stockage. On est autour de 60-70% de produits OGM. Et le 30 à 40% de produits non OGM. Il y a plus de produits de soja OGM que de soja non OGM, quoi, finalement. Oui, pour l'instant, on importe, nous, plus de produits OGM que de produits non OGM. Parce qu'il en est produit plus aussi. Face à ces milliers de tonnes de produits transgéniques qui arrivent sur les quais français, le gouvernement avoue son impuissance. Paris n'a pas les moyens de s'opposer à des lois votées à Bruxelles. Vous avez une vingtaine de types de produits OGM qui sont autorisés à l'import. Le système européen est construit comme ça. C'est pas sans lever certaines incompréhensions. D'accord. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, moi j'arrête. Je veux plus importer de soja OGM en France. Non, il y a un marché commun européen des produits, des matières premières agricoles. Donc de toute façon, un produit qui est autorisé, une huile de soja qui est autorisée dans un autre pays de la communauté, il est de fait autorisé en France. C'est toute la difficulté. Alors où vont ces produits transgéniques? Comment sont-ils utilisés sur le marché français? Vous allez voir qu'ils finissent indirectement dans nos assiettes. Nous nous rendons dans un élevage de porcs en Bretagne. Une grande partie du bétail français est nourri avec ces céréales. Donc ça, ce sont des granulés émiettés. Il y a quoi là-dedans alors? Donc il y a des céréales, des compléments alimentaires. Il y a des choses OGM alors? OGM. Alors donc le soja qui vient du Brésil contient des OGM. Donc le soja est OGM? Est OGM. Il y en a beaucoup d'éleveurs comme vous qui utilisent du soja standard OGM? Oui, beaucoup. La majorité. Tous les animaux potentiellement peuvent consommer du soja OGM. Donc il n'y a pas que les porcs, il y a les vaches, il y a les volailles, les veaux, etc., etc. Tous les animaux d'élevage peuvent être amenés à consommer du soja OGM. Lamballe, toujours en Bretagne. Cette usine est l'une des plus grandes de France. On y découpe et conditionne les carcasses de porcs élevées dans la région. Sous forme de jambon, de côtelettes ou de plats cuisinés, ces animaux nourris aux OGM finissent dans votre assiette. Là, il y a des jambons qui vont aller pour faire du jambon cuit ici, là. Et tout ce qui est sur cadre là-bas, c'est pour faire du jambon sec. Voilà, ce sont des escalopes. Donc des rôtis épaules. C'est quoi? Le travers de porc, en fait, c'est une partie de la poitrine qui est coupée. Et donc vous faites ça à la poêle, grillé, c'est super. 40% de la viande provient d'animaux nourris aux OGM. Le porc en lui-même n'est pas OGM ou non OGM, c'est l'alimentation qui peut l'être ou pas. Ces produits arrivent sur les étals de vos bouchers et dans les rayons des supermarchés. Présentent-ils un quelconque danger pour le consommateur? Clairement, scientifiquement, nous n'avons aucune étude et analyse qui nous permettent de penser qu'une personne qui consomme de la viande, et quel que soit le protocole alimentaire par rapport aux OGM, ait présenté le moindre problème. Là encore, pas d'études scientifiques indiscutables dans un sens ou dans un autre. La loi ne prévoit pas non plus d'informer le consommateur.
il n'y a pas d'étiquette pour signaler si les animaux ont été nourris aux OGM. Et là, c'est de l'alimentation OGM? Qui peut être OGM, ouais. Dans ce cas-là, Ouais. Et ça, on n'a aucune indication sur l'étiquette? Non. Ça, c'est le grand problème, c'est que le consommateur ne sait pas, quand il achète ses produits, s'il y a des OGM ou pas derrière. Non, il n'y a pas d'indication, parce que c'est pas le cochon lui-même, c'est ce qu'il a mangé. Donc là, il n'y a pas d'obligation d'étiquetage. Là, il n'y a plus d'obligation d'étiquetage. Donc on met rien, quoi. Le consommateur, il sait pas. Non. On nous dit on doit vivre dans un pays libre où on a le droit de consommer avec ou sans OGM. Mais attendez, pour cela, faudrait-il encore que les produits soient clairement étiquetés? En fait, en matière d'étiquetage, la norme est européenne. Et le problème, c'est que le choix qui a été fait au niveau de l'Union européenne, c'est pas d'étiqueter la viande avec ou sans OGM. Faut-il donc avoir peur des OGM qui peuvent se cacher dans votre frigo? A priori, le risque est négligeable. Le dossier est aujourd'hui entre les mains des experts européens. Eh bien, il reste à donner la parole aux chercheurs et aux scientifiques, à eux d'éclairer, je l'espère, les consommateurs et les politiques, bien sûr, sur les risques que pourraient présenter, oui ou non, les OGM. Ce droit de savoir est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé et écouté. Bonsoir.